Je vous salue. Vous qui nous faites le bonheur d'assister à cette journée, non pas d'études, mais d'échanges sur l'éthique. J'espère que le docteur Avrous n'est pas loin de moi. Si elle est là, oui, je la vois qui sourit et qui lève la main. Alors voilà, un heureux présage. Voilà, merci beaucoup, docteur. Je vais, je vais faire une très courte introduction à cette journée pour donner quelques points clés. Et ensuite, je lui passerai la parole. Elle aura le temps nécessaire pour intervenir, bien entendu. Et ensuite, nous serons sur une table ronde. Il y aura 6 participants et participantes et nous échangerons sur ce qu'elle nous a dit et sur les pratiques qu'ils ont en ETP par rapport à l'éthique. Quelques mots pour vous présenter Etna. Etna, c'est donc la plateforme régionale de Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, dirait un vice-président de l'éducation thérapeutique. Elle est avec une double caractéristique. C'est une association qui fonctionne selon un mode de gouvernance démocratique, au sens où on l'entend, c'est-à-dire que les principes de la démocratie, c'est pour nous une règle, alors c'est une déontologie stricte à respecter. La deuxième chose, c'est que c'est une plateforme. Nous ne sommes pas un pôle et nous ne visons pas nécessairement à l'excellence, plutôt à la modestie d'ailleurs. Pour ce qui nous concerne, une plateforme, ça sert à échanger des points de vue, des informations et à construire ensemble quelque chose. Et en fait, notre pratique à nous, très simplement, on y reviendra bien entendu, c'est de travailler ensemble, d'échanger des infos et de progresser. Alors sur l'éthique, 3 points clés. Et moi, je suis parti de ma perception particulière et personnelle que j'ai vécue. L'éthique, en règle générale, c'est vécu comme quelque chose qui est élitiste, lointain, et qui s'applique à des situations graves ou aiguës. Ce n'est pas mon impression. Je pense que l'éthique est une affaire de tous et de chacun. Je pense que c'est la chose qu'il nous faut partager. Là, c'est un premier point qui, à mon avis, est très important. La deuxième remarque, c'est que en éducation thérapeutique, la HAS a fait une recommandation qui disait qu'il fallait respecter un certain nombre de principes. Et dans ces principes-là, on avait ce qu'ils n'ont pas dit de l'économique, du juridique, de l'éthique. Et ça s'est arrêté là. C'est-à-dire, nous savons qu'il y a à respecter des principes d'éthique. Et qu'est-ce que c'est qu'un principe d'éthique? Docteur Avrous, je pense que vous saurez nous dire tout ça. Mais voilà, il n'y a pas eu nombre d'études qui ont été faites sur la question. Et c'est ce qui nous a intéressés. Parce que nous pensons que on avance beaucoup techniquement sur la question. On avance énormément sur tout un tas de problématiques que nous connaissons bien. Sur l'éthique, non. Sur l'éthique, pas vraiment. Il y a du travail à faire. Et comme nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup l'innovation et que nous aimons beaucoup travailler ensemble sur des questions qui sont peu envisagées, eh ben, on a pensé que c'était une bonne idée d'y aller. Simplement ça. Un dernier point, ce que nous allons faire ensemble, c'est une manifestation d'intelligence collective. Nous sommes au début d'un chemin et ce chemin, on va le gravir ensemble. C'est pas un truc qui vise à comment dire, célébrer l'éthique sans savoir ce que c'est plutôt l'inverse. C'est l'idée de, voilà, on est dans un atelier important et cet atelier, il va produire des trucs et des choses et des machins et des questions et des réponses, etc. Et sans doute que derrière ce que nous allons faire ensemble, toute l'équipe de la plateforme et vous-même, on va travailler et on va progresser sur le chemin. Sachant qu'on est, je le répète, au début du chemin et qu'on doit faire preuve d'une très grande modestie là-dessus. Voilà, j'en ai terminé. J'ai le plaisir de donner la parole au docteur Avrous, que je remercie une fois de plus
de faire cette conférence introductive d'instance. Je remercie les ERENA. Je pense que le travail avec les espaces de réflexion éthique, vous avez bien entendu, ne fait que commencer. Je suis ravi d'avance de ce qu'elle va nous dire et je lui donne la parole. Merci. Un grand merci, Monsieur Chapeau. Donc, effectivement, je souhaitais remercier l'ETNA et en particulier son président pour son invitation. L'ERENA avec laquelle l'ETNA a déjà collaboré dans le passé en la personne du professeur Gilles. Et on est très heureux de partager à nouveau ce moment réflexif avec les différents partenaires de l'ETP. Donc, cette journée, vous disiez, Monsieur Chapeau, est une journée d'échange pour organiser la parole collective, dialoguer sur un même pied d'égalité, je reprends vos mots, pour construire ensemble ce qu'on appelle en santé une communauté de pratique. Ce n'est pas en soi un endroit où l'on diffuse une parole descendante, mais où l'on organise une parole qui remonte. Donc, effectivement, vous m'excuserez d'être un petit peu top-down en vous apportant, puisque c'est le titre de mon intervention, le titre que vous m'avez proposé, définition et concepts éthiques en perspective de la pratique ETP. Donc, je me permettrai d'aller un petit peu, si c'est un petit peu dense, je laisserai mon texte. Pour certains, ça sera au contraire un peu superficiel. Donc, voilà, je vous propose un discours. Donc, le désir que vous proposez semble correspondre à un désir de collégialité, d'éthique de la discussion. Mais il y a toujours, me semble-t-il, à trouver une harmonie entre ce qui descend du savoir et de la technique et ce qui remonte de la subjectivité et de l'expérientiel. Entre le bottom-up et le top-down, serait-il urgent de ne pas choisir? Je parlerai du point de vue de l'éthicienne n'ayant aucune expérience ni savoir en matière d'ETP et je suis très heureuse de me nourrir de votre expérience. Et c'est la raison pour laquelle je resterai surtout dans mon champ et ce sera l'occasion de s'enrichir mutuellement. L'ETP que vous connaissez tous très bien s'inscrit dans une volonté d'autonomisation de la personne malade. Si l'ETP a toujours existé sous forme de recommandation, de manière d'agir pour se prendre en charge en l'absence du médecin, le professeur Grimaldi nous apprend dans son article si l'histoire de l'ETP, c'est le titre de son article, si l'histoire de l'ETP du patient m'était contée. Donc, il m'apprend qu'elle est réellement née en 1922 avec les premiers traitements par insuline de patients diabétiques de type 1. Il fallait d'ores et déjà, avec la découverte et surtout la production de cette hormone qui sauvait des vies, apprendre aux patients comment l'utiliser et comment se surveiller en évaluant le taux de sucre et d'acétone dans les urines. Après, il y a eu une longue période verticale de 50 ans avec quelque chose de très descendant. Et ensuite, une période plus humaniste. Et actuellement, donc, je ne le développerai pas ici, mais il y a quelque chose qui est quand même à discuter, critiquer autour de la question d'une ETP qui pourrait, ce n'est pas le cas de l'ETNA, mais qui pourrait paraître opératoire, avec le désir d'apporter une compétence au patient, parfois même une injonction autonomiste et compétitive, paradigme du néolibéralisme. C'est tout un pan réflexif qu'on abordera ou pas dans la discussion cet après-midi. On doit être un bon patient comme on est un bon professionnel, chacun dans son domaine, compétent, voire compétitif pour servir au mieux un marché qui constitue en réalité un nouveau pouvoir peu partagé et peu démocratique. L'économie de marché, traduite par la T2A dans l'hôpital public, tente de s'imposer partout, même dans la maladie chronique, comme en médecine palliative où il faut être rentable. Il faudrait, entend-on, pour ces patients, personnaliser les traitements et aider les patients à adopter de nouveaux comportements pour mieux optimiser le temps soignant. Ce sera ma petite minute critique. Or, la T2A est inadaptée à la maladie chronique, ai-je lu, et des associations telles que l'ETNA sont là pour résister à ces nouveaux types d'injonctions, pour rester au plus près des vrais besoins des patients. L'éthique en ETP a toute sa place pour sortir du risque de l'ornière contemporaine d'une économie de marché toute puissante. L'ETP serait toujours, selon le professeur Grimaldi, au carrefour de la médecine et des sciences humaines, psychologie, philosophie et pédagogie pour l'essentiel, donc fondamentalement éthique.
L'éthique, dans ce cadre-là, peut être considérée comme une forme de résistance aux injonctions paradoxales possibles à l'adresse du patient. Je suis censée pouvoir évoquer avec vous les définitions et concepts éthiques que vous pourrez reprendre et discuter dans une perspective réflexive de l'ETP, au risque d'une dimension un peu scolaire de type top-down, comme je vous le disais, et je vous prie de m'en excuser. Mais c'est pour mieux l'articuler dans la discussion avec vos propres expériences. Donc, mon propos s'articulera en 3 temps. Je me permettrai de refaire un petit point définitionnel de l'éthique, puis j'aborderai les notions de valeur, de principe utiles à la réflexion éthique, et ensuite j'aborderai d'autres aspects éthiques utiles à la délibération, notamment l'éthique de la discussion. Et enfin, je vous apporterai une petite conclusion. C'est quoi l'éthique? Beaucoup d'entre vous le savent, ont entendu parler de la définition de l'éthique qui tutoie la question de la morale. Morale et éthique partagent la même étymologie, tous deux signifiant mœurs, habitudes, normes sociales acceptables. L'une vient du latin mors mores, quand l'autre vient du grec ethos. L'éthique reste fondamentalement une branche de la philosophie morale. C'est pour ça qu'il y a des concepts, il y a quand même des bases, même si l'éthique doit rester, et je partage l'avis de M. Chapeau, fondamentalement démocratique. Donc actuellement, en tout cas dans un glissement sémantique progressif, l'éthique soignante contemporaine est devenue, non pas des normes, mais un questionnement concernant une problématique. Une problématique met en jeu, met en tension justement des valeurs ou des normes, des principes. Donc, et cette tension rend l'action difficile, car le chemin à emprunter pour poser l'action la plus juste possible ne coule pas de source, du fait même de ces tensions. Quelles valeurs, quelles normes prioriser? Celle de la bienfaisance ou de la justice, ou encore celle de l'autonomie. Vous reconnaîtrez les grands principes dans lesquels je reviendrai. Différents philosophes donnent leur définition de l'éthique qui éclaire notre compréhension du sujet. Beaucoup d'entre vous connaissent la définition de Paul Ricoeur, qui pose l'éthique comme une visée de la vie bonne, l'estime de soi, avec et pour autrui, la sollicitude, dans des institutions justes, vaste programme. Comment agir pour que la vie, dans les circonstances tragiques traversées par les patients, soit la meilleure possible? Comment continuer à s'estimer soi-même lorsque la vie vous trahit? Comment cultiver la sollicitude pour autrui, sinon en commençant par s'estimer soi-même dans sa propre vulnérabilité, qu'on soit patient ou soignant d'ailleurs? Quel est le support possible de la vie bonne, sinon l'institution, nous dit Ricoeur, à partir du moment où cette institution est juste? Nous le savons, la justice institutionnelle n'est pas d'une évidence constante. Éric Fiat dira que dans la réflexion éthique, il s'agira de tricoter ensemble une orientation d'action pour rendre le tragique moins tragique. Le tragique, c'est l'aporie, dans laquelle aucune solution ne paraît satisfaisante que la mort. Et il s'agit alors de choisir la moins pire. C'est peut-être une définition un peu pessimiste, mais c'est malheureusement ce que je rencontre dans ma pratique de clinicienne en soins palliatifs, rendre le tragique moins tragique. Vous me direz que ce n'est pas le cas de l'ETP, mais vous le savez, les pathologies chroniques seraient létales sans la technique. Philippe Barrier, atteint d'un diabète de type 1, outre son expertise en philosophie comme en sciences de l'éducation, participe avec beaucoup de cœur à la réflexion éthique sur le TP avec vous depuis de nombreuses années. Son livre Princeps, La blessure et la force, nous témoigne la manière même de sa résilience. Il y écrit au tout début de son ouvrage que dans la maladie chronique, le médecin soigne le malade, non pour le guérir, mais pour l'empêcher de mourir. Il est question de la maladie du point de vue du malade qui a bénéficié de l'ETP et qui fonctionne sur un autre régime, une autre normalité, un autre équilibre, une normativité. La maladie chronique expulse de la naïve insouciance que peut vivre la personne étrangère aux souffrances vécues, traversées et transformées, et qui rend la mortalité tangible dans un nouvel équilibre, un autre régime d'être. L'éthique est donc sollicitée dans les situations cliniques problématiques, mais aussi dans les pratiques comme l'ETP, lorsque des valeurs rentrent en tension et rendent la maxime de l'action difficile. Typiquement, et mon collègue Florian Poulneau, qui est gastro-entérologue et qui est un praticien de l'ETP dans l'insuffisance intestinale, le rappelle dans son texte de mémoire de recherche en philosophie,
Dans le TP, dit-il, il s'agit précisément de chercher à tendre vers une forme d'autonomie alors même que le patient est grandement dépendant. Donc, c'est cette tension, cette articulation à laquelle vous devez certainement être confronté. Une autonomie dans la dépendance. Le patient n'est ni fondamentalement autonome, ne le sera jamais, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, ni fondamentalement hétéronome. Il sera accompagné dans l'ETP à s'extraire raisonnablement de sa dépendance au savoir et à la technique, en s'appropriant ce qui lui sera utile, sans perdre le lien fraternel avec les soignants. J'aborde mon deuxième temps autour des fondements théoriques, des valeurs ou des principes. Ce sera peut-être la partie la plus ardue. Pour aborder les dilemmes éthiques quand aucune solution ne semble bonne pour aider le malade, quand ni la science, ni le droit, ni la déontologie ne semblent répondre à la question posée de façon satisfaisante. La philosophie apporte de nombreuses voies, que ce soit VOX ou VOIE. Hein, c'est différentes façons de voir les choses et différents chemins pour aborder ces situations problématiques. Pour aborder ces dilemmes, pour délibérer en vue d'un choix qui nous semble le plus adapté, donc le moins tragique, dira Eric Fiat. Alors, tout d'abord, première voie, et là, je vais aborder dans les trois voies des traditions philosophiques très rapidement, évidemment. Tout d'abord, première voie, recherche-t-on le plus utile, le plus grand bien pour le plus grand nombre, comme nous le propose le conséquentialisme, mouvement nord-américain du XIXe siècle. L'utile soutient, dans un libéralisme moral assumé, la nécessité d'une autonomie entendue comme autodétermination. Donc ça, ils sont extrêmement déterminés dans cette, notamment John Stuart Mill, dans cette élaboration autour de l'autonomie. Celle-ci prime pour ce courant sur toute hétéronomie, personnelle ou politique. L'État ne doit pas s'immiscer dans les affaires privées à partir du moment où les choix de l'action de la personne, pour elle-même, ne nuisent pas autrui. C'est-à-dire qu'on fait tous ce que l'on veut et à partir du moment où ça ne nuit pas autrui. Ce courant s'impose largement dans le droit français depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, dite loi Kouchner. Le consentement libre et éclairé, même si il remonte à des temps antérieurs, notamment pour la recherche et après tout ce qui s'est passé autour de la Deuxième Guerre mondiale, le consentement libre et éclairé est recherché en toutes circonstances et le droit du patient au refus de toute offre de soins devient un droit inaliénable. C'est-à-dire que, voilà, encore une fois, je n'ai pas la pratique de l'ETP, mais si le patient refuse tout ce que vous lui apprenez et qu'il décide de rester hétéronome, il est, selon le droit et selon ce mouvement de l'utilitarisme, tout à fait en droit de refuser. Et d'ailleurs, je vais pour cela faire une petite publicité pour notre prochain colloque annuel de l'ERENA Site Bordeaux, le 25 novembre prochain. Le titre de colloque sera « Le refus de soins et d'accompagnement en jeu éthique ». Donc, vous êtes tous cordialement invités à cette journée. Que faire du patient non compliant qui apprend mal, qui ne veut pas se prendre en charge, peut-être sidéré par la souffrance qui accompagne sa situation, ou tout simplement, par choix, comment continuer à l'accompagner quand il est un mauvais patient. Ensuite, deuxième voie, un autre courant nous commande d'agir selon des normes du bien que l'on s'impose à soi-même par devoir, quel qu'en soit le résultat. Quelles sont ces valeurs que nous nous posons collectivement comme intangibles et selon quel soubassement? L'action par devoir serait morale si sa maxime devait être universalisable. Je parle du principe, les principes de mon action, elles sont morales si tout le monde peut faire la même chose. Voilà, tout le monde ne peut pas mentir, donc je ne dois pas mentir. Donc on reconnaît Kant là-dedans. Les grands principes comme la dignité intrinsèque à toute personne et le respect absolu de la vie rentrent dans cette tradition kantienne des Lumières. Mais qui peut décider qu'une maxime d'action est universalisable et donc valide pour tous? Nous verrons que les éthiques de la discussion, c'est pour ça que je parle de cette éthique de la discussion tout le temps en filigrane, tenteront de sortir de cette impasse dans un monde contemporain multiculturel. Donc, en discutant, on arrive à trouver les normes valides qui font penser que la norme de notre action est universalisable, en tout cas pour les personnes autour de la discussion. Ça la rend plus démocratique, pour reprendre les mots de M. Chapeau. Enfin, de façon plus pragmatique, comme troisième voie, nous faisons souvent appel pour la réflexion éthique
de tous les jours aux 4 principes classiques de la bioéthique nord-américaine décrite par Beauchamp et Childress, que certains connaissent certainement. Il s'agit du principe d'autonomie, entendu comme autodétermination, comme on l'a vu dans l'utilitarisme, ceux de bienfaisance et de non-malfaisance, connus dans la notion de balance bénéfice-risque, et enfin le principe de justice. Ces principes engagent la réflexion éthique lorsqu'ils rentrent en conflit dans certaines situations cliniques ou dans certaines prises en charge spécifiques, telles que l'ETP. Typiquement, le conflit entre l'autonomie et la bienfaisance est le plus classique, mais il n'est pas le seul. En effet, la maladie chronique fragilise les personnes qui ne se trouveront jamais dans une situation de toute puissance autonomique. Elles devront trouver un chemin qui les mènera vers une certaine autonomie sans rejeter pour autant la présence d'une véritable vulnérabilité, voire d'une fragilité, des concepts qui ne sont pas totalement synonymes. On est tous vulnérables, on est tous blessables, vulnus. Mais par contre, on est fragile quand on décompense très facilement, quand on a une maladie qui nous fragilise, etc., comme un verre de cristal qu'on touche à peine, qui aurait quelques fêlures dans sa structure. C'est structurel, la question de la fragilité, alors que la vulnérabilité nous concerne tous. D'autres valeurs sont en effet incontournables dans la réflexion éthique autour des questions de vulnérabilité. Elles concernent l'intégrité physique et psychique, la dignité, la vulnérabilité, l'intimité, le respect, etc. Ces valeurs pourraient particulièrement concerner la réflexion éthique autour de l'ETP. Une autonomie revendiquée est nécessaire, mais une sollicitude en regard est tout autant incontournable. Le sujet malade, me semble-t-il, occupera une place d'égale avec son médecin éducateur d'un point de vue humain, mais peut-être aussi une place d'équité, à chacun son dû, et il est au moins dans une situation de réciprocité intersubjective avec la personne qui lui vient en aide. Donc nous voyons que les principales traditions philosophiques nourrissent la réflexion éthique en forme les sous-bassements. Si nous avons vu la question des valeurs et des principes qui sous-tendent cette réflexion, d'autres traditions aident à la réflexion et sont intrinsèquement liées à ce que vous pratiquez quotidiennement. Vous faites de l'éthique comme Jourdain fait de la prose sans le savoir. C'est ainsi que le gentilhomme en prend conscience avec son maître en philosophie dans la pièce éponyme de Molière, qui fait de la prose sans le savoir. Et vous faites tous, effectivement, et dans ce sens c'est démocratique, de l'éthique sans le savoir. Nous aborderons ici notre troisième temps qui sera très court, à savoir comment pratiquez-vous l'éthique sans le savoir. Il me semble que vous la pratiquez essentiellement dans les réunions collégiales telles que décrites par les éthiques dites de la discussion. Chacun vient à la table de la discussion avec son opinion à défendre rationnellement. Il vient aussi avec sa dimension subjective, avec la dimension subjective de son savoir, qui soit technique pour le médecin, théorique pour le psychologue ou le partenaire garant des sciences humaines et sociales, ou encore expérientiel pour le malade partenaire. La rencontre intersubjective est féconde dans l'internormativité qu'elle va permettre d'actualiser. C'est-à-dire, la normativité, c'est un nouvel équilibre que le patient doit trouver dans son… C'est un terme qui nous vient de Canguilhem, et c'est donc un équilibre dans la fragilité, dans la pathologie, etc. La rencontre, là encore, une tradition philosophique contemporaine autour de la réflexion de Jürgen Habermas, qui est l'éthicien des éthiques de la discussion, vient nous aider dans la réflexion. Il part d'une reconnaissance intersubjective dans la procédure généreuse et attentive à autrui qui est mise en place afin que la discussion fasse émerger une solution reconnue, valable pour tous. Ni le patient ni le médecin ne sont au centre, mais c'est ce qui naît de la relation discursive qui importe. De nombreuses personnes ont réfléchi à la question de la normativité, retrouver une norme dans la situation, ce que je disais plus haut, retrouver des capacités. Là aussi, ça se recoupe toutes ces notions. C'est un économiste indien qui a forgé ce concept de capacité. C'est les capacités dans la situation, c'est les capacités dans la fragilité, c'est les capacités dans la souffrance, etc., qu'il faut valoriser. Comment permettre à la personne de retrouver des compétences qui ne soient pas une injonction à l'empowerment potentiellement décalé
voire impossible lorsqu'il est utilisé dans un sens de compétitivité, être le meilleur des patients possible, qui rend bien un service donc à notre société de libre marché. Je conclurai par la dimension de l'éthique du soin qui me semble clé dans l'ETP et qui ouvrira notre discussion dans la table ronde. Nous avons bien perçu la nécessité d'une réflexion éthique, me semble-t-il en tout cas, et nous retiendrons dans ce panorama des quelques notions abordées la nécessité de réfléchir à la question du soin et de la relation pour grandir mutuellement. Comment former, informer, éduquer, apprendre, beaucoup de termes qui ne sont pas forcément synonymes. Nous savons tous que c'est un cercle vertueux, apprenant, nous apprenons et nous devenons prudents quant aux termes de formation. Alors, j'avais lu dans des articles, je n'ai plus les articles en tête, mais qu'effectivement, certains d'entre vous préféraient le terme de apprentissage, où c'est vraiment un peu comme les apprentis qui sont des artistes ou voilà. En tout cas, l'apprentissage permet de maîtriser quelque chose dans la pratique, alors que dans le terme de formation, il y a quelque chose qui est beaucoup plus descendant et qui impose finalement une forme à l'autre. Je vais te former, c'est-à-dire je vais vraiment te rendre la forme qui me semble être la meilleure pour toi. On est dans un régime d'hétéronomie dans le cadre de la formation. Alors, l'éducation fait référence un peu à l'école, fait référence à beaucoup de choses, à quelque chose de l'ordre de l'accompagnement, parce que c'est accompagner sur le chemin. Et en tout cas, il y a beaucoup de réflexions à avoir autour de tous ces termes-là. La sensibilisation paraît un terme trop léger. Alors peut-être que la question de l'apprentissage est intéressante. Le TP est apparu comme intrinsèquement nécessaire avec le double avènement de la technique et de la chronicisation de certaines pathologies grâce précisément à la technique. Si la technique nécessite un savoir et une expertise, elle ne peut tenir à terme dans une relation de soins continuellement hétéronomique. Un enfant s'émancipe toujours in fine, et l'idée selon laquelle une hétéronomie constante n'est pas tenable indéfiniment, d'une hétéronomie constante non tenable indéfiniment nécessite d'examiner les modalités possibles d'une émancipation de la personne chroniquement malade. Il s'agit alors pour le patient qui perd une normativité biologique, c'est-à-dire une normalité en constante recherche d'équilibre, de tenter d'en retrouver une nouvelle grâce à la technique ou malgré la technique et en association avec les experts de telle technique. Il fonctionne sur un autre régime d'être, pour reprendre les termes de Philippe Barrier, et a besoin de la relation humaine à l'autre pour s'émanciper. Comme le bébé a besoin de la relation à l'autre pour grandir, comme on a tous besoin de la relation à l'autre pour l'aide dans la vie de tous les jours, et c'est typiquement les théories du CARE qui veulent finalement rehausser sur le plan politique tout ce qui est l'aide à l'autre. Et bon, c'est pas gagné. Voilà. Mais le soignant a aussi besoin du malade pour s'émanciper d'une illusion de toute puissance liée à son savoir. Dans cette perspective, et j'en terminerai là, nous pouvons finalement convoquer les éthiques du CARE, ce que je vous disais, qui prônent ou qui valorisent le soin comme une approche humainement et politiquement nécessaire. Le soin, vital pour les éthiciennes du CARE comme pour les philosophes du soin, je pense notamment à Frédéric Worms, qui dit que le soin est subjectivant et qu'il est vital sur un plan physique et psychique. Le soin est une relation. La question de l'intersubjectivité prend toute sa place dans ce contexte où c'est la relation qui est au centre du soin et du lien autrui depuis le début de la vie, quand le soin est vital pour naître à soi-même jusqu'à la fin. L'apprentissage participe de cette naissance à soi-même quand elle est possible. Le patient acquiert un savoir et un savoir-faire dans le soin qu'il va se prodiguer à lui-même grâce à l'ETP, et le médecin va apprendre de son patient la dimension subjective de la maladie dans la relation qu'il va entretenir avec son patient. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai été un tout petit peu, voilà. Non, mais écoutez,
il est 30. Il est 11h30 très exactement. Est-ce que la salle a déjà quelques questions à poser au docteur Avrous? Pour l'instant, ils sont en train voilà, de prendre beaucoup d'informations, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est peut-être un peu dense, mais je laisserai mon texte si. Ah, mais voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Et puis, je vous promets une chose, c'est que le 25 novembre, je ne perdrai pas mon temps à aller à Bordeaux, c'est clair. Hein. Écoutez, vous êtes bienvenue. Ah bah, écoutez, je serais ravi. Euh, J'ai une question, j'ai une remarque si vous le souhaitez. Vous Bonjour avez parlé Jean-Michel, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? de Jean-Michel Delavaux, UTEP CHU Limoges. Vous avez parlé d'empowerment et les Québécois aiment bien le terme d'autonomisation. Et est-ce que les soignants et les patients visent la même autonomisation, le même empowerment? Parce que cet empowerment a été vraiment développé par les associations, justement pour respecter leur autonomie, leur choix. Voilà. Et du coup, je me dis, est-ce que vraiment un patient et un soignant, comment ils arrivent à avoir le même enjeu d'empowerment, voilà. Et surtout que nous, on a le même, souhaite d'avoir le même que celui des patients. Et puis, vous avez parlé des compétences d'expérience. Et puis, sachant que le patient est un autodidacte, sauf s'il est professionnel, c'est un autodidacte qui finalement va structurer sa connaissance au travers de son vécu, de ses expériences et de ses relations avec les soignants. Et vous dites, mais aussi, donc là vous dites que le soin est relation, mais également, il y a deux acteurs essentiels à côté, c'est les proches et puis le contact avec d'autres malades. Voilà. Et du coup, il y a beaucoup d'intrications complémentaires. Voilà, c'est mes petites remarques. Oui, que je partage complètement. Et la question autour de la question de l'empowerment, c'est les professionnels de l'ETP qui peuvent mieux répondre à cette question que moi. En tout cas, c'est des risques de vouloir en faire des patients tout-puissants dans un registre discutable. Voilà. Et après, l'environnement, bien évidemment, je suis restée très, très technique autour de l'éthique, mais il y a beaucoup de choses à dire et notamment, je ne sais pas comment l'entourage, bien évidemment les soignants peuvent participer à une table de la discussion quand il y a des problématiques qui se posent dans votre exercice quotidien. Et au-delà de l'éthique de relation, il y a l'éthique de l'apprendre. Voilà, je me disais. Oui, mais c'est Ok. tout à fait. Alors, je vais censurer férocement Alexandre Berkès parce que je sais qu'il a des questions. Eh bien, il sera traité en dernier puisque c'est comme ça. Pour autant, il y a des questions qui viennent de la salle. Il y a deux questions. Et donc, docteur Avrous, pensez-vous que la posture des soignants, hein, ait évolué ces dernières années en matière d'éthique suite aux évolutions sociétales que nous avons tous constatées? Est-ce qu'aujourd'hui, ils prennent en compte l'éthique d'une façon plus consciente ou est-ce que ce sont des Monsieur Jourdain? J'avoue que vous avez Donc, je pense les deux, on est tous des Monsieur Jourdain, mais aussi, il y a de plus en plus de formation, il y a de plus en plus d'intérêt pour la question, il y a de plus en plus d'écrits. Je me permettrai, de faire juste une petite remarque qui m'est personnelle, hein, mais pas qu'à moi d'ailleurs. Éric Fiat a été mon enseignant. Dans la posture, il y a quelque chose de figé. Alors, la position me semble plus. Il y a des postures de yoga parce qu'on ne bouge pas dans cette posture-là. Ou les postures, parce que c'est un terme qui est très à la mode et j'ai juste engagé la discussion autour de ce terme-là. Alors que la position bouge et effectivement, la position a beaucoup bougé et les personnes sont très intéressées. Alors, bien évidemment, il y a toujours dans des territoires des lieux riches et des lieux pauvres. Les CHU sont des lieux riches. Et comme on est très nombreux et beaucoup à nous former en éthique, médecins, soignants, psychologues, etc., vraiment, on a pu constituer ce qu'on appelle une équipe mobile d'éthique clinique parce que les saisines du comité d'éthique étaient lourdes à mettre en place, justement extrêmement
le comité d'éthique, ce sont des experts, ça ne touchait pas les soignants, etc. Il y avait que le chef de service et la cadre qui venaient. On en avait 4 par an. Là, c'est un binôme médecin, non-médecin qui se déplace, formé en éthique dans les services pour pouvoir mettre en place une éthique de la discussion, donc où tout le monde est égal dans la discussion. Là, c'est bien le terme d'égalité, pas d'équité. Tout le monde est égal dans la discussion, dans une discussion éthique collégiale, telle que l'a proposé Jürgen Habermas, c'est-à-dire que la parole de l'aide-soignante doit être impérativement aussi égale en temps et en qualité, en écoute que la parole de l'expert en éthique ou de l'expert technique médical. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, oui, et en tout cas, il y a un intérêt qu'on peut peut-être, on peut s'en féliciter ou le critiquer en disant, bon, souvent, il y a beaucoup d'éthique qui arrivent quand il y a beaucoup de problèmes qu'on ne peut pas résoudre et dont les problématiques ne sont pas forcément éthiques, elles sont, je vais être un peu révolutionnaire, donner des moyens à l'hôpital, donner des moyens. Bon, voilà. Tiens donc. Alors justement, et c'est la dernière question avant que nous nous engageons sur la table ronde. Donc, est-ce que vous pensez que l'éthique doit être un élément indispensable dans la formation des éducateurs thérapeutiques? Est-ce que c'est quelque chose qui… Elle doit être naturelle et faire partie des apports de la psychologie, des apports de la psychanalyse, des apports du droit, des apports de la technique médicale, des apports de la relation humaine et de l'éthique, parce qu'il y a des sous-bassements théoriques qui sont là. Et quand on lit un article, si un philosophe écrit un article, si on a quelques notions, voilà, ça fait du lien. Je veux dire, ça crée des ponts. Je ne suis pas, j'ai fait une formation en philosophie pratique avec Eric Piat, mais je ne suis pas philosophe, je suis médecin. Mais j'ai acquis certaines notions qui me permettent de lire plus facilement, pas un texte de philosophie théorique complexe, etc., mais des articles que vont écrire des philosophes au sujet de la médecine, au sujet du soin, etc., etc. Donc, quand ça nous intéresse tous, bon, moi, je fais de la publicité, hein. C'est bien de faire des formations. Il y a des DU, d'approfondissement éthique en soins palliatifs et fin de vie, d'éthique clinique et biomédicale. Il y a un master de soins éthiques et santé. Il y a des choses certainement à Limoges et Poitiers. Voilà.